Г, штук 20. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Vladimir Poutine, en fait, se sert de l'histoire contemporaine pour pouvoir, en fait, justifier son propre narratif et le personnage qui se crée, qui est celui, en fait, d'un rassembleur des terres russes qui ont été divisées puis séparées à la chute de l'URSS, qui est pour lui la plus grande catastrophe du XXe siècle. Lénine s'engage dans une politique dite d'ukrainisation de l'Ukraine. C'est une politique en fait qui se caractérise notamment par le développement de l'usage de la langue ukrainienne à tous les échelons de la société de l'État, alors que par le passé, durant l'Empire russe, cette langue était minimisée, voire interdite. Déjà en 1929, Staline met fin de manière brutale à l'ukrainisation. Staline a pour projet de faire de l'URSS une grande puissance économique grâce à l'industrialisation massive du pays et surtout à la collectivisation des terres. Cette nationalisation des terres culmine en 1932-1933 en Ukraine avec ce qu'on appelle l'Holodomor, l'extermination par la faim, une famine qui fera à peu près, selon les sources, 2,5 millions de morts. Pour compenser les pertes, Staline a fait repeupler l'Ukraine par des Russes, bon, notamment dans la région du Donbass, parce que c'était la clé de voûte en fait de l'économie soviétique, avec les grands bassins d'extraction de charbon, etc. C'est un événement qui résonne encore aujourd'hui en Ukraine, où il est considéré comme une tragédie nationale, mais aussi depuis 2006 comme un génocide orchestré par la Russie soviétique. L'Ukraine organise le 1er décembre 1991 un référendum sur son indépendance. Le oui l'emporte à 80%. Et une semaine plus tard, l'Ukraine annonce à Minsk, avec la Biélorussie et la Russie, la dissolution de l'URSS. Parce que cette indépendance, en fait, représente une perte de croissance d'influence en Europe. C'est aussi la disparition d'un partenaire de poids économique. Et puis, c'est surtout aussi la perte d'un symbole politique et mémoriel dans la mesure où l'Ukraine représentait la Russie non seulement un petit frère, mais aussi le bassin civilisationnel du monde slave. La révolution de Maïdan survient d'abord en novembre 2013 à la suite de la non-ratification par le président Viktor Yanukovych des accords de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne et propose plutôt de se réorienter vers un autre projet économique, cette fois russe, qui est celui d'union douanière eurasiatique. Et pour une majorité de la population, c'est une trahison. À partir de novembre, on a déjà une mobilisation qui se fait, qui est d'abord portée par les jeunes, la jeunesse étudiante, qui se rassemble sur le Maïdan. Petit à petit, d'autres personnes vont se greffer au mouvement. Pour beaucoup, il n'est plus simplement question de signer de simples accords de libre-échange, mais de remplacer le président. À partir de ce moment-là, la répression bat son plein. Viktor Yanukovych fait venir ce qu'on appelle les Berkouts, qui sont des policiers anti-émeutes réputés pour leur violence. Le président, donc, est obligé de quitter l'Ukraine. D'abord, il se réfugie dans le Donbass, puis ensuite part en Russie. Et à ce moment-là, la Rada est obligée et accepte finalement les requêtes de la rue et vote la destitution du président Viktor Yanukovych. L'annexion de la Crimée, c'est une réaction
direct à cette révolution. Très rapidement, il y a eu un narratif qui s'est construit, un mythe autour de la prise de pouvoir par les fascistes ukrainiens au service de la révolution du Maïdan, des États-Unis et de l'Europe. Et ça a fait très peur aux populations russes qui, très rapidement, se sont organisées en plusieurs mouvements de protestation, notamment en Crimée. Ça a donné l'occasion à Vladimir Poutine de prétexter la protection des populations russes de la péninsule pour dépêcher des commandos secrets qui appuieront la tenue d'un référendum le 18 mars 2014 sur le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. La prise de la Crimée, si vous voulez, c'est l'étincelle. Certains dirigeants, notamment les dirigeants des mouvements pro-russes du Donbass, vont décider de gagner leur indépendance par la force en organisant à partir de Donetsk et de Luhansk un front armé qui aujourd'hui en fait tient toujours tête aux forces armées ukrainiennes, et ce avec l'appui de la Russie. C'est en fait l'ensemble de ces enjeux historiques et mémoriels qui nous donnent en fait la trame des événements actuels et qui nous permet en fait de mieux les comprendre.